Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Un an d'Arizona ou la traversée du désert en chameau. Voilà une métaphore qui a été utilisée par Bart De Wever lui-même, le Premier ministre. Une Arizona qui fête son premier anniversaire. Bonjour Olivier. Salut Baptiste. Donc je le disais, un an de gouvernement. En tout cas, on le fête cette semaine. C'était une année quand même qui a été menée au pas de charge, on peut le dire, avec 3 réformes structurelles importantes qui ont été mises sur la table dès cette année. La réforme du chômage, bien sûr, on en parle depuis longtemps. La flexibilisation du travail, tout ce qui est flexi-job, aménagement de fin de carrière, des horaires de nuit, etc. Et alors cette réforme des pensions qui ne prendra que son ampleur qu'en janvier 2027. Mais on a quand même là, en cette première année, 3 réformes qui sont fortes, qui peuvent être mal prises par certains aussi, mais c'est quand même, ça tranche par rapport à ce qui avait été vécu, par exemple sous la Vivaldi. On sait qu'il y avait 7 formations politiques, donc faire des compromis, et ici on voit qu'on a des réformes claires, mais évidemment qui sont contestées, on y viendra je suppose. Alors Bart De Wever en lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que sur le plan international, il a explosé, avec, on l'avait déjà dit dans un précédent podcast, mais avec ce dossier Euroclear, puis cette séquence sur le Groenland, ce qui fait que en Flandre, son image qui était déjà très bonne, s'est encore largement améliorée, mais même du côté francophone, on voit que qu'il a séduit à peu près tout le monde sur le plan international. Après, on va le voir sur le plan intérieur, c'est plus compliqué, mais c'est vrai qu'on avait déjà dit dans un précédent podcast que les francophones sont tombés un peu sous le charme de Bart De Wever. C'est évidemment pas le moindre des paradoxes quand on connaît son image initiale. Rappelle-toi qu'il fut un temps où il allait déverser de l'argent à strépitieux pour dénoncer les transferts en soins de santé, notamment les transferts financiers entre le Sud et le Nord. Donc c'est quand même un paradoxe dans l'histoire. Et on lui passe beaucoup de choses, parce que c'est vrai qu'il y a eu des interviews, notamment même à 2 reprises, dans des médias et lors de conférences aux Pays-Bas où il plaidait pour une fusion entre la Belgique et les Pays-Bas avec des accents un peu orangistes et très flamands, et même ça on lui a passé. Donc c'est vrai que tout va bien pour Bart De Wever, c'est vrai qu'on l'entend dans les cénacles européen, et en même temps tout n'est pas rose, et notamment sur le plan budgétaire il se fait quand même pas mal critiquer. Mais c'est ça, j'évoquais les 3 réformes structurelles, et il y en a eu d'autres, mais en tout cas les plus importantes, qui du point de vue de l'Arizona sont sans doute positives, mais il y a un autre marqueur énorme sur lequel s'est construite cette Arizona, c'est évidemment le volet budgétaire. Et là, malgré un premier effort de plus de 20 milliards, donc au moment de l'accord de gouvernement début février dernier, et si tu te souviens bien, en novembre, cet effort supplémentaire de 9,2 milliards d'euros, on se retrouve quand même encore avec un déficit, alors je reprends mes chiffres, qui en 2029, donc juste pour l'entité fédérale, serait de 4,3% du PIB. Alors on ne va pas flinguer nos auditeurs de chiffres, mais ça représente un déficit tout simplement de 31 milliards d'euros encore. Et pour l'anecdote, cet effort de 9,2 milliards s'est transformé en 8 milliards. Pourquoi ? Parce que de par des corrections et par, si tu te souviens, toutes ces mesures de réforme de la TVA, on ne savait pas très bien ce que ça allait ramener. Même chose pour la taxe des plus-values, combien ça va ramener exactement. Et là, on voit qu'il y a, maintenant, donc on est dans la vérité des chiffres, la vérité de l'action, on va s'apercevoir que ça rapporte sans doute moins que prévu, et que donc que cette bulle budgétaire continue à s'emballer. Alors, au-delà de ce déficit, ce qui est important, c'est la soutenabilité de cette dette. Et cette dette, l'encours qu'il faut payer chaque année pour assurer cette dette passera de 12,2 milliards en 2026, donc c'est-à-dire cette année, à 20,9 milliards. Donc juste pour assurer et payer les taux d'intérêt aux banques, on va devoir verser par an 20,9 milliards d'euros. C'est une augmentation ça sera une augmentation
politique inchangée de 70% en 4 ans, je ne sais pas si on se rend bien compte de l'immensité de cette tâche, alors que cet Arizona a fait de nombreux efforts, en tout cas sur papier, et que c'était un de ses marqueurs fondamentaux. Bon, il faut savoir que le contexte n'est pas simple. Alors, d'une part, il y a un contexte structurel qui est compliqué, à savoir le vieillissement de la population, des charges qui sont plus lourdes en matière de pension, de soins de santé, etc. Donc ça, c'est un dérapage qui est déjà inhérent. Il y a évidemment un contexte et une conjoncture internationale qui sont pour le moins difficile, et sans doute la complexité, on y reviendra certainement, de gérer une coalition avec autant de partis, c'est toujours le cas en Belgique, et du coup ça force forcément à faire des compromis. Et je t'interromps, et justement Paul Magnette disait, mais sous la Vivaldi aussi on a eu des complications macroéconomiques, mais tu l'as eu en interview je pense en début de semaine, qu'est-ce qu'il te disait j'ai parlé longuement avec lui. Alors évidemment pour le PS c'est un peu j'allais dire un contexte qui est parfait, c'est-à-dire qu'ils ont choisi une opposition qui n'était pas simple, et ils ont été mis un peu de côté, et aujourd'hui ils se retrouvent face à une majorité qui même si Bardouev aura une certaine popularité et suscite de la confiance, travaille quand même dans une forme d'adversité. Alors qu'est-ce que lui dit forcément, il a beau jeu de dire que les résultats économiques n'ont jamais été aussi désastreux. Hein. Il dit que c'est une catastrophe abyssale, ce gouvernement va faire doubler le déficit. Bon, avec ça, il y a aussi, je l'ai dit, des éléments structurels, il y a aussi du passif. Hein, donc il ne faut pas oublier que des réformes n'ont pas été menées depuis longtemps. Donc le PS qui est dans l'opposition aujourd'hui a une part de responsabilité dans ce qui est là. Mais enfin, c'est vrai que lui dit on a eu le Covid, l'énergie, la crise énergétique, et on avait réussi à garder le cap budgétaire, alors qu'ici, le gouvernement va faire exploser le déficit à 5,5. Donc tu as dit, les prévisions sont plutôt vers 4,3, mais enfin, on sait que certains économistes disent que... Voilà, oui, selon les institutions. On risque d'aller plus haut que ça, mais on sait que le contexte n'est pas simple. Paul Magnette dit aussi que lui, s'il était au gouvernement, il ferait tout l'inverse. Alors tout l'inverse, c'est le modèle qui est évoqué régulièrement par les socialistes, c'est-à-dire le modèle espagnol. De Pedro Sánchez. Voilà, en d'autres termes, on augmente les bas salaires, on investit massivement dans la transition, on fait contribuer les grandes banques, les multinationales. C'est très bien de dire ça. D'une part, Pedro Sánchez n'est pas spécialement en grande forme politiquement, donc je prendrais garde quand même à m'en inspirer trop si j'étais Paul Magnette. Et d'autre part, il faut quand même se dire que la situation de la Belgique n'est pas celle de l'Espagne. D'abord parce que il y a eu des périodes très difficiles. Hein. L'Espagne était engluée dans une crise, notamment immobilière, et ils ont dû passer par des réformes assez lourdes, structurelles, et que par ailleurs, aujourd'hui, ils bénéficient de la grande manne après post-Covid, du retour du tourisme qui explose littéralement dans ces pays-là. Donc, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, le contre-modèle de Bardouev s'exprime déjà. Oui, c'est ça. Et avec des socialistes qui disent aussi que les politiques et l'austérité, quelque part, de l'Arizona cassent la croissance. Or, cette croissance, pour annuler un déficit, pour résorber un déficit, est aussi importante que, par exemple, la baisse des dépenses ou l'augmentation des recettes, selon le point de vue que l'on prend. Mais sur cette situation budgétaire, en fait, Bardouev est assez lucide. Hein. Il sait très bien qu'on est encore nulle part. Il sait aussi que s'il n'avait rien fait, et il a sans doute raison, on serait dans une situation encore bien pire. Hein. Donc, il y a eu le Covid, c'est vrai, il y a eu la crise énergétique. Bon, cette fois, il y a 5% de PIB de dépenses militaires. Donc, c'est quand même aussi un facteur très, très important à prendre en compte. Bardouev, il l'a dit lors d'une conférence organisée par nos confrères de l'Echo et de Tate, qu'il aimerait bien aller plus vite, mais qu'une coalition comme on en connaît en Belgique, c'est 5 partenaires cette fois-ci. À chaque fois, pour la boutade, et c'est là que j'en viens la fameuse métaphore. À la fameuse métaphore de ce début de podcast. Mais donc lui, il pense, et évidemment la salle était hilar, qu'il démarrait avec 5 chevaux au début des négociations pour chaque réforme, et qu'à la fin il se retrouve avec des chameaux, quoi. Et que plutôt que
la métaphore du col hors catégorie, la métaphore cycliste. Il a cette fois établi une métaphore, on va dire, plus en relation avec l'Arizona, c'est-à-dire le désert qu'il faut traverser, donc avec ses 5 chameaux. Et que donc ça allait pas être simple, et qu'en 2029 il ne voulait certainement pas aboutir à une finalité budgétaire, mais que ce serait seulement l'occasion de retrouver un oasis pour pouvoir en seconde partie retrouver des forces pour traverser l'autre moitié du désert. Alors cet oasis en 2029, on sait très bien ce que c'est, parce qu'il y a déjà fait allusion à plusieurs reprises, c'est qu'il veut établir sa politique sur 2 législatures. Ok, possible, c'est un gros pari quand on prend des réformes impopulaires. En Flandre, ça se passe plutôt bien pour la NVA et Vorøy dans une moindre mesure, mais au niveau des sondages et de la cote de popularité qui peut aider de Bart De Wever, clairement, même si c'est au niveau international, ça reste quand même bon pour son parti et pour lui. Côté francophone, on sent que là, il y a quand même un gros essoufflement. Alors, évidemment, Georges-Louis Boucher nous dira que les sondages, ce sont des sondages, qu'on nous annonçait à 20%, on a fait 30%. Très bien, mais comme tu l'as dit, avec des réformes qui grugent quelque part un peu le pouvoir d'achat des gens, que ce soit au niveau des pensions, que ce soit au niveau des hausses de la TVA, au niveau wallon, du hausse de Minerval et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, toutes des mesures quand même qui sont assez impopulaire, peut-être nécessaire, mais assez impopulaire. On l'a vu, le MR a dégringolé dans le dernier sondage baromètre, et les engagés sont en légère diminution, mais diminuent quand même. Donc, parce qu'ils ont un positionnement stratégique un peu plus nuancé que le MR. Mais donc, est-ce que cet Arizona pourra reprendre des forces dans un oasis en 2029? On en est quand même très loin au niveau comptable et politique. Donc voilà, ça sera certainement pas simple. En tout cas, on sait que Bart De Wever avait fait campagne avant de devenir Premier ministre. Sa campagne électorale, c'était sur la volonté de sauver la prospérité flamande. Aujourd'hui, il annonce la sortie d'un livre, tu sais, qui fait régulièrement des bouquins. Il en a fait un qui était Over Identitate, sur la question de l'identité et de l'idée de communauté. Aujourd'hui, il va en sortir un sur la prospérité, sauver la prospérité. On ne parle plus de la Flandre en l'occurrence, c'est-à-dire que je pense qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des réformes à faire au niveau belge, et ça je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit dans les milieux politiques ou économiques, s'en rendent compte, c'est que l'Europe a un rôle extrêmement important à jouer. C'est pas pour rien que Bart De Wever met un peu aussi son action à ce niveau-là. Tu as parlé de l'affaire Euroclear. Il y a maintenant un sommet européen qui doit être organisé le 12 février dans un château à Aldenbiesen dans le Limbourg. Ça fait un peu penser à Jean-Luc Dehaene à l'époque, mais maintenant on parle de s'enfermer dans un château pour mener des réformes au niveau européen. C'est un peu lui qui l'a convoqué. Bon, il n'a pas pris le dessus sur Van der Leyen, mais enfin on voit que Bart De Wever se fait une carrure au niveau européen. Il y a clairement la volonté là de mettre enfin un plan d'action réel pour sauver notamment l'industrie, mais l'économie au sens large européenne. On sait que lui, il a une vision, la fameuse vision d'un trèfle à 4 feuilles, plus de productivité, plus de compétitivité, plus d'innovation, et alors seulement si c'est possible, une politique climatique abordable. En d'autres termes, ça ne veut pas dire qu'on l'abandonnerait, mais qu'on freinerait cette dynamique climatique, et ça rejoint aussi la volonté des patrons d'avoir moins de paperasserie et plus de visibilité et plus d'aide dans ces domaines-là. Dernière chose importante aussi, c'est que Bart De Wever met ça sur la table et qu'on sent que le moment charnière dans lequel on se trouve au niveau européen, c'est aussi celui où peut-être qu'un nombre plus limité de pays pourrait participer. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'on pense évidemment à la France, l'Allemagne, peut-être l'Italie, et évidemment la Belgique est un peu mal prise parce que petit poussé là-dedans. C'est pas pour rien non plus que Bart De Wever insiste beaucoup sur le Benelux, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on est à ce moment clé, sans doute, alors au niveau belge on l'a dit, mais aussi au niveau européen, où soit on parvient à relever la tête face à la Chine et aux États-Unis, soit on coule définitivement.
Oui, c'est ça, mais c'est marrant sur ce cœur du Benelux, hein, il est revenu aussi là-dessus lors de cette conférence que je mentionnais avec cette comparaison désertique, mais cette métaphore désertique, mais il disait vraiment que ça devait être le cœur des futures décisions importantes. Alors bien sûr, il y a les pays historiques qui ont fondé l'Union européenne que tu mentionnais, mais il comparait ça à un oignon, donc en se moquant de Charles Michel qui parlait toujours de European Onion avec un mauvais accent. Mais en fait, il disait il disait que Charles Michel était visionnaire quelque part, parce que cette métaphore de l'oignon, il l'a reprise en disant, voilà, on a des couches extérieures qui peuvent venir se greffer voilà, selon leurs désirs, hein, que ça soit économiquement, c'est bien que les pays d'Europe de l'Est aussi doivent faire une sorte de rattrapage, et qu'au plus on se rapproche de ce cœur, au plus la fondation européenne, je trouve pas les mots, mais l'élargissement en tout cas européen des compétences doit être fort, quoi. Et lui il disait, bon ok, on pèse peut-être pas ce que pèsent l'Allemagne et la France, par contre si on se met à 3, là on devient vraiment le cœur de cette union. Et c'est là, à mon avis, aussi qu'il veut prendre, comme tu disais, une épaisseur, en tout cas internationale, hein, mais via sa fameuse déclaration d'Anvers, hein, qui était pour une relance industrielle à partir du port d'Anvers. Hein. On sait très bien que lui, ancien bourgmestre d'Anvers, il en est très fier de ce cluster. Hein. Il le rappelle souvent que le cluster chimique, par exemple, au port d'Anvers, c'est le 2e au monde. Hein. Donc il faut quand même bien se rendre compte de l'ampleur de ce que c'est au niveau économique. Et donc il veut, à partir de cette déclaration d'Anvers, démarrer un nouveau sommet, hein, c'est ça, je ne connais plus les dates, je ne sais pas, je veux pas te poser de colle, mais... Non, mais le sommet dont je parlais. Ben oui, c'est ça, donc exactement. C'est dans un château que le but, en fait, c'est que jusqu'ici, il y a eu beaucoup de bonnes déclarations à l'intention, et je crois que les états d'esprit changent, mais que c'est ce que Peter Timmermans de la FEB nous disait il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a besoin maintenant d'un vrai plan d'action. C'est-à-dire qu'on sait, en fait, tout est écrit, quoi. Il y a eu les rapports Draghi, le rapport Letta, il y a eu des déclarations. Maintenant, so what ? C'est bien beau. Alors je disais for sure en rigolant, parce que c'était la fameuse vidéo qui a été... je pense que tout le monde l'a en tête. Qui est devenue un buzz des Allemands qui ont repris Macron avec sa fameuse déclaration for sure, et où il disait notamment « Europe is the rule of law ». Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts à faire valoir, mais maintenant il faut qu'on se bouge concrètement. Et c'est cet élan-là que Bardouever va essayer de porter. Bon, il n'est pas tout seul. Alors évidemment, nous, on a un prisme qui est un peu orienté vers lui, mais il y a un enjeu qui est à la fois européen et belge, et lié à Anvers, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Merci Olivier, et à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.